tous, merci de vous être levés aussitôt pour assister à notre atelier. Je vais commencer directement par une question. Qui connaît en gros ce que c'est l'auto-organisation? Depuis hier. Il y a des gens qui étaient là hier. Ok. Alors, du coup, on va vous expliquer tout ça et on va se présenter. Moi, je m'appelle Rani Slimane, je fais partie du pôle auto-organisation. Ça fait maintenant 1 an que je suis rentré à la France Insoumise, comme vous tous. Et donc, on organise partout en France. On essaie d'organiser des groupes avec des groupes d'action qui sont tournés vers l'auto-organisation. On va vous expliquer en quoi ça consiste et quels sont les enjeux. Je vais laisser ma collègue se présenter aussi. Bonjour, moi je suis Leïla Chebi, donc je suis une des animatrices du pôle auto-organisation. Donc l'auto-organisation, qu'est-ce que c'est? L'auto-organisation, c'est tout simplement une technique qui a été, on va dire, conceptualisée par quelqu'un qui a beaucoup écrit dessus, qui a beaucoup pratiqué, qui s'appelait Saul Alinsky aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à considérer que il faut réussir à organiser des gens à partir de leur intérêt personnel pour converger vers des intérêts généraux et arracher des victoires. Tout ça dans un esprit de rapport de force avec quelqu'un qui a ce qu'on considère le pouvoir. On va revenir tout à l'heure sur les notions de pouvoir et qu'est-ce que ça engendre. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans sa conceptualisation, il y avait 2 rôles qui ont été vraiment identifiés, dont l'un en particulier, qui est le rôle d'organisateur. Un organisateur, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui vient dans un endroit donné, essayer de réunir des gens à partir de leur affect le plus mobilisateur, qui est la colère, et autour du coup de certains intérêts. L'organisateur est externe. Il vient d'ailleurs. Et ça, c'est très important. Venant d'ailleurs, il va avoir une position qui n'est pas celle d'un leader, qui est le deuxième rôle. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour parler à la place des gens, il n'est pas là pour faire à la place des gens, il est là pour organiser. Là, c'est un peu les concepts. Mais en gros, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu dans les années 30 à Chicago. Il y a un quartier très désœuvré qui s'appelle Park of the Hills. Et il intervient là-bas où il y a plusieurs communautés qui vivent dans la pauvreté ou qui sont discriminées. Et il va organiser les gens à partir de leurs revendications sur des actions. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, c'est les actions. Hier, ceux qui étaient là, on a pu voir la première partie du processus, qui était justement le rôle de l'organisateur dans la capacité à récolter les colères et à tisser les liens entre les gens pour fédérer. Une fois que vous avez fédéré les gens autour de ces colères et d'une revendication propre, vous allez pouvoir passer à l'action. L'action est forcément, selon Alinsky, déstabilisatrice. Une action qui n'est pas déstabilisatrice est une action qui est probablement vouée à l'échec. Et là, on va essayer de voir aujourd'hui quels sont les différents types d'actions, comment on peut les monter, quels sont... alors, il n'y a pas vraiment de cases, mais on va essayer de vous donner des éléments de ce que peut être une action et les différents types qui la composent. Nous, à la France Insoumise, on considère qu'il n'y a pas d'avant-garde révolutionnaire. Nous, ce qu'on veut constituer, c'est un peuple révolutionnaire. Et les méthodes d'auto-organisation sont l'outil, on pense, presque parfait pour réaliser cela. Car en fait, la lutte, l'action est structurante. Dans l'action, des gens qui sont très éloignés du fait politique, qui ne sont pas intéressés, qui en sont même, on peut le dire, dégoûtés, vont, à travers un affect puissant qui est la colère et à travers leurs intérêts,
se liguer pour pouvoir réussir à monter des actions, et au cours de l'action, ils vont se structurer. Donc, nous, on considère que l'auto-organisation est la clé pour réussir nos projets politiques. Et donc, c'est quelque chose qui donnera des fruits à moyen terme. C'est pas de l'effet immédiat, ça demande beaucoup de travail. Et ça demande à ce que, partout en France, c'est déjà le cas, plein de groupes d'action essayent justement de faire monter les colères, gagner des victoires pour réussir à constituer les groupes. Et alors, comme Rani vient de vous l'expliquer, c'est vrai que dans le cadre du pôle auto-organisation, l'action, ça va être une des étapes du processus qui part de la colère individuelle et qui aboutit à la victoire. Et ce processus-là qui permet en fait de faire naître du pouvoir d'agir chez les gens en faisant en sorte qu'ils obtiennent des victoires vis-à-vis de personnes qui sont a priori plus puissantes. Les différentes étapes, donc on a la colère qui se transforme en revendication, puis en action, puis en victoire. Mais ce qui est important dans cet atelier aujourd'hui, en fait, c'est qu'au-delà de la démarche, du processus d'auto-organisation, c'est que ça peut vous donner des billes dans votre activité militante au quotidien. On a voulu faire cet atelier, et ces ateliers un peu déconnectés les uns des autres. Alors hier, il y en avait un sur comment on prend contact, on va chercher les revendications, les colères des gens. Il va y en avoir un demain dans le cadre du parcours auto-organisation sur comment on anime des réunions. C'est des choses qui peuvent vous servir sans forcément mener des démarches d'auto-organisation. Qui peuvent vous servir par exemple si vous avez un bureau de poste qui ferme chez vous, un centre de santé qui ferme. Là, ce qu'on va essayer de vous faire ce matin, c'est vous donner des outils qui peuvent vous être utiles pour, plutôt que de faire des pétitions et des manifs, en fait je caricature, hein, mais plutôt que de choisir les modes d'action habituels qui souvent ne sont pas efficaces, parce que quand on n'est pas 500, faire une manif, du coup on n'a pas le nombre, donc c'est pas forcément le moyen, le levier d'action le plus efficace. Et bien là on va essayer de vous donner des outils justement qui peuvent vous servir au quotidien dans vos activités militantes. Moi par ailleurs, en plus avant d'animer le pôle auto-organisation, pendant un certain nombre d'années, j'étais très active dans des collectifs qui s'appelaient Génération Précaire sur les abus de stage, Jeudi Noir, la lutte contre la crise du logement des jeunes, et où à chaque fois, en fait, ça avait pour point commun avec ce qu'on va raconter ce matin, qu'on ne faisait pas masse quand on est stagiaire et qu'on est disséminé dans plein d'entreprises et qu'on n'a pas les leviers syndicaux parce qu'on n'est pas considéré comme un travailleur, quoi. On ne va pas pouvoir faire grève, on n'a pas le droit de grève, on ne va pas pouvoir faire de manif. Donc ça nous a forcé à réfléchir à des formes d'action un peu décalées par rapport à ce que fait le mouvement ouvrier traditionnel. Pour Jeudi Noir, pareil, en fait, on s'était dit, tiens, le logement à l'époque, quand on avait créé Jeudi Noir, c'était il y a 10 ans, et on parlait de la crise du logement en disant que c'était un problème pour les SDF, pour les familles qui étaient mal logées, qui habitaient dans des hôtels, mais à l'époque, c'était pas courant dans l'opinion publique l'idée que même quand on avait un boulot, on pouvait pas se loger. Et du coup, nous on a décidé à l'époque de débarquer dans les appartements trop chers à louer chez un propriétaire avec cotillon mousseux, musique, d'organiser des fausses crémaillères avec la présence des journalistes. Ce qui nous a permis en fait à 10 de faire des actions qui ont squatté l'opinion publique et du coup qui ont fait réagir les politiques. Un mois après, on avait rendez-vous avec Jean-Louis Borloo qui était à l'époque ministre du Logement. Enfin voilà, tout ça pour vous donner, donc c'est des exemples. Et moi c'est vrai que quand je me suis intéressée à la méthode Alinsky, en fait Alinsky, donc nous au sein de la France Insoumise, on a beaucoup insisté sur la première étape qui est l'étape qui est très très intéressante dans une démarche militante quand on aspire à fédérer le peuple et aller au-delà des convaincus, c'est comment on va chercher les colères, comment on change la posture militante. Mais à la base, moi, ce qui m'a fait tilter de chez Alinsky, et puis ce qui est souvent connu, c'est aussi la partie après action. Parce que je vous conseille les 2 livres qu'Alinsky a écrit, et surtout le deuxième, Rules for Radicals, qu'il a écrit en 71, juste un an avant sa mort. Donc ça regorge d'idées d'action hyper inspirantes. Donc voilà. Donc la première partie, avant de passer un peu aux critères de l'action, donc ça à chaque fois, donc, ce matin, il faut que vous ayez en tête quand on parle de ça, donc en fonction des préoccupations qu'il y a chez vous, en fonction des luttes sociales qui existent, toujours un côté pratique, comment on l'adapte au terrain. Donc d'abord, une action, ça doit partir d'une revendication. La revendication, c'est pas la colère.
La colère, c'est j'ai froid, c'est mon ascenseur est en panne, c'est je peux plus aller me soigner parce que mon centre de santé il a fermé. La revendication, c'est quelque chose qu'on demande de concret, c'est-à-dire je veux que mes charges de chauffage soient remboursées par le bailleur, je veux que mon ascenseur soit réparé. Et donc la revendication a toujours une cible. Et ce qui fait le critère d'une bonne revendication, c'est d'abord qu'elle soit gagnable. Parce que la revendication, vous pourriez dire, c'est aussi la 6ème République. Mais quand on est sur des actions comme ça, il faut essayer alors de trouver une revendication qui soit gagnable au maximum, c'est-à-dire qui soit concrète et qui s'adresse à une cible proche. Éviter que la cible soit Macron, évidemment, même si c'est tentant quand on est insoumis, de toujours trouver une cible, une revendication, c'est Macron la cible. Donc il faut qu'elle soit gagnable. Et surtout, là, c'est important, en fait, dans les activités militantes au quotidien, les revendications, de commencer par choisir une revendication gagnable, parce que c'est ce qui va faire ensuite votre légitimité. C'est ce qui va permettre que vous reconstruisiez un lien de confiance avec les habitants, avec vos concitoyens localement. Et parce que vous avez obtenu une victoire, donc après on va plus vous faire facilement confiance pour vous aider, pour que vous permettiez d'aboutir sur des revendications plus ambitieuses. Donc d'abord une revendication gagnable, une revendication qui est rassembleuse, donc c'est-à-dire qui ne concerne pas une personne, mais qui concerne, qui est d'intérêt général en fait. Et puis c'est toujours plus intéressant quand la cible, le caractère de la cible, donc on a dit qu'il fallait que la cible soit proche. Et le choix de la cible, dans la mesure du possible, il vaut mieux que ce soit une cible institutionnelle qu'une cible physique, d'une personne physique. Par exemple, je prends l'exemple des propriétaires. C'est vrai que dans le cadre du pôle auto-organisation, il y a souvent des colères qui émergent contre le bailleur. Et c'est toujours plus intéressant, évidemment, quand le propriétaire, c'est un bailleur social, donc une institution. Ou une compagnie d'assurance qui a plein d'immeubles, plutôt que quand c'est une dame de 85 ans qui a un appartement. Enfin, voilà, vous comprenez de fait pourquoi. Comme il y a cette importance en fait de polariser toujours la revendication qui s'adresse à un plus puissant que soi, parce que l'idée aussi, in fine, c'est que comme l'a dit Rani, c'est que ça permet de construire du pouvoir ensuite quand on a obtenu satisfaction sur quand la victoire a été obtenue. On a, en se rassemblant collectivement, obtenu une victoire sur un plus puissant. Donc d'où l'importance aussi que la cible soit institutionnelle. Donc maintenant, on va se demander quelles sont les... Alors là, c'est une question très pratique. Qu'est-ce qui fait qu'une action est une bonne action et qu'une action efficace? Alors, pour les actions, c'est un peu comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur. Ça veut dire c'est un bon et un mauvais chasseur. Donc une bonne et mauvaise action, vous allez avoir des items qu'il faut respecter et que l'on considère comme permettant d'avoir une action qui est victorieuse et surtout qui permet de fédérer, de créer de la confiance, créer, je vais utiliser un anglicisme, mais pardonnez-moi, de l'empowerment, c'est-à-dire vraiment de la conscientisation et de la capacité aux gens à se dire j'ai du pouvoir, à changer les choses. Donc les différentes caractéristiques d'une action réussite, ça va être, et ça c'est la première chose, et d'ailleurs c'était dans le titre de l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'une action doit être déstabilisatrice. Si vous faites une action, alors déstabilisatrice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qui sort du champ de compétences habituelles de la cible. Un exemple plus parlant, vous avez réussi à fédérer des gens contre un bailleur, et le bailleur vous dit ok, je comprends qu'il y a un souci, envoyez-nous un courrier recommandé. C'est-à-dire qu'après on va faire une table ronde, on va discuter. C'est-à-dire qu'il va vous amener sur son champ de bataille. Alors désolé, je vais pareil, je m'excuse encore, je vais utiliser des métaphores guerrières pour ceux qui ont déjà eu l'art de la guerre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on choisit le champ de bataille. On ne laisse pas l'adversaire le choisir. Vous n'allez pas aller là où il veut vous amener. Donc c'est à vous d'imposer le rythme et imposer également la manière dont vous allez agir. Donc sortir du champ de compétences, c'est tout simplement pas se retrouver dans le bureau du sous-délégué de la cible pour essayer d'arracher un compromis. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment surprendre. Alors ça c'est la première chose. C'est à la fois sur le lieu d'où ça se passe, je pense, et également dans l'habitude.
La deuxième chose... Oui, tu complètes là-dessus. Compléter sur la question de quand on dit qu'une bonne action, c'est une action déstabilisatrice et qu'il s'agit de sortir du champ d'expérience de l'adversaire. Alinsky raconte un truc marrant à un moment donné dans un de ses bouquins, je crois. Il discute avec un marchand d'armes qui est donc une cible assez courante dans ses actions. Et le marchand d'armes lui explique qu'il lui montre les plans d'un nouveau siège social qu'il a prévu de construire. Et le marchand d'armes dit à Alinsky, tiens, vous voyez là, donc on a tout prévu, on a même prévu quand il y a des manifestants qui viennent faire des sit-ins, donc vous voyez les sit-ins quand on s'assoit et qu'on ne bouge pas, on a prévu un espace spécial manifestant, et puis on a même prévu une machine à café, comme ça ils pourront rester aussi longtemps qu'ils voudront faire leur sit-in, il n'y a pas de souci. Et là Alinsky dit, j'ai compris ce jour-là que les sit-ins, fallait arrêter, parce qu'on ne sort pas du champ d'expérience de l'adversaire. Et nous, on peut se poser la question aussi, quand pour les Parisiens, on organise des manifs, toujours, on se dit, il y a un problème, on fait une manif Bastille, Nation, ou République, Bastille. Des fois, vous n'avez pas eu l'impression que on tournait en rond et que comme ça, d'être encadré par les CRS, qu'on n'était pas vraiment, justement, qu'on ne servait à rien, qu'on avait pris... notre demi-journée, que pour rien, et qu'on n'était pas vraiment dans une démarche de déstabilisation, qu'on perturbait personne. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut se poser, c'est important de se poser la question. Souvent les pétitions, quand on est des masses, les pétitions, les manifs, ok, on a vu dans l'histoire que ça permettait de faire tomber le pouvoir en place. Mais souvent il faut, c'est ça l'intérêt aussi, se poser la question, est-ce que c'est le plus efficace ? Et ne pas penser mécaniquement les pétitions, les manifs, parce que les pétitions, les manifs, on ne sort pas du champ d'expérience de l'adversaire, 90% du temps. Et je rajouterais à ça aussi, dans l'analyse de l'adversaire, du système, le système, et surtout dans le système dans lequel on évolue, a une capacité d'adaptation qui est très forte. Et donc, tous les moyens qui ont été, par exemple, expliqués par Léla, type les manifs, les pétitions, ça a été intégré. Donc à partir de là, vous rentrez dans le jeu d'un jeu qui est déjà compris, donc dont l'intérêt est déstabilisé. Et on vous donnera des exemples d'actions déstabilisatrices. La deuxième chose qui est importante, c'est l'économie de moyens. On en revient au fait que vous n'allez pas forcément réussir à avoir la capacité à attirer auprès de vous 1 million de personnes. Vous allez être 50, 30, 20, parfois 10, parfois 4. Moi, juste avant les vacances, on était 2. Mais avec 2, vous pouvez faire du grabuge. Alors, il faut donc du coup optimiser votre action pour que, avec très peu de personnes et très peu de moyens, aussi très peu de moyens financiers, parce qu'on n'est pas financé outre mesure pour monter une action, donc en économie de moyens, en économie de ressources humaines, que votre action soit efficiente, et surtout pour éviter aussi d'épuiser les gens que vous mobilisez en économie de temps. Il faut que l'action soit rapide, brève, décisive. On revient, comme je disais tout à l'heure, à l'art de la guerre, c'est-à-dire la bataille doit être rapide, elle doit être victorieuse. Et pour cela, c'est pour éviter de fatiguer les troupes. Et c'est exactement la même chose. Si jamais vous allez dans un conflit qui est long, et ça rentre en résonance avec la capacité que vous allez avoir à avoir des enjeux gagnables. Ça rentre souvent en résonance. Quand on prend un objectif qui est très difficilement atteignable, et bien on va rentrer dans une campagne longue. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de mon travail, parce que du coup je suis salarié d'une association et je fais de l'auto-organisation, dans ma démarche auprès d'une barre d'immeubles dans le quartier de la Paillade à Montpellier, on est commencé à venir voir, ils nous ont dit c'est tout pourri, il faut tout changer. Les gens, c'est vrai, ils ont raison. Il faut détruire ou refaire. Mais si jamais dès la première action, je rentre dans un processus où je vais dire aux gens, bon, on va se mobiliser pour essayer d'avoir des crédits pour faire détruire, c'est trop long, ça prend 2-3 ans, et juste à côté des tours, ça fait 5 ans qu'elle attend, alors que ça a été acté qu'elle doit être détruite. Donc, nous, on a plutôt commencé en disant, bon ben voilà, dites-moi quelque chose, dites-moi tout ce qu'il y a, et on a remarqué qu'il y avait un ascenseur qui était bloqué.
Et ça faisait 3 semaines. Et il y a une dame au 7e qui est en situation d'handicap, ça faisait 20 jours qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Donc du coup, on est plutôt parti de l'ascenseur. Et à partir de ça, donc, dans une cage d'escalier, on a fait un ascenseur qu'on a débloqué, et ça a créé justement cette idée. Et on n'avait pas beaucoup de monde. On avait 3 personnes et on s'est débrouillé avec ça. Donc avec peu de moyens, on essaye d'avoir une victoire rapide. Donc des objectifs gagnables facilement, avec peu de moyens, et comme ça rend bien en résonance, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de créer une dynamique. Peut-être on prend les questions après. Pour compléter l'histoire de l'économie de moyens, c'est vrai que c'est toujours la question de faire avec ce qu'on a, en fait. Il y a, encore pour en revenir à Alinsky, il répète souvent que le pouvoir en fait, c'est pas ce qu'on a réellement, mais c'est ce que l'autre en face pense que vous avez. Et il raconte... dans une interview que je vous recommande de lire, qui est une interview qu'il avait donnée au magazine Playboy quelques mois avant sa mort, en 1971. Vous tapez sur Google Alinsky Playboy, ouais, j'aimerais qu'ils font des grands yeux, mais elle est super intéressante. C'est vraiment... en plus, c'est quelqu'un qui est très très drôle, donc c'est très intéressant à lire. Et donc, il raconte comment il s'est rendu compte de ça, que le pouvoir, que toujours toute action vise à exercer un rapport de force. Et en fait, c'est pas tant... montrer votre pouvoir plutôt que faire croire à l'autre que vous avez du pouvoir. Et c'est ça qui va vous donner le pouvoir. Et donc il raconte, Alinsky, quand il était petit, quand il faisait une bêtise, son père lui donnait une claque. Alinsky pleurait, et ensuite son père en remettait une couche, le menaçait avec une lame de rasoir, et lui disait, il le menaçait juste, avec une lame de rasoir, et il lui disait, si je t'y reprends, tu vas voir ce que tu vas voir. Hein. Et à chaque fois, Alinsky avait peur, donc partait se cacher dans sa chambre en pleurant. Jusqu'au jour où Alinsky fait une nouvelle bêtise, le père lui fait une claque, il lui dit « Tu vas voir ce que tu vas voir là si je te reprends ». Et là, Alinsky, il regarde son père, il dit bah, « Qu'est-ce que je vais voir ?» Et là, il raconte qu'il a vu son père, le visage se décomposer, et il dit « Je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que son père n'allait pas vraiment le couper avec une lame de rasoir, et il dit « Je me suis rendu compte à ce moment-là que le pouvoir de l'establishment, c'est pas ce que l'establishment a réellement, mais c'est ce qu'on pense qu'il a. » Et donc là, quand vous allez faire des actions, ça c'est très important. Et comme disait Rami, donc il faut que l'action soit économe en moyens, c'est-à-dire que quand vous ne faites pas le nombre, eh ben, en même temps, il y a d'autres sens sur lesquels vous pouvez agir. De nos jours, quelque chose qui touche l'adversaire, c'est l'image. Dans une société de l'image, le talon d'Achille de l'adversaire, ça va être son image. Vous pouvez aussi utiliser vos 5 sens. Autre exemple qui est raconté par Alinsky, il organise des habitants d'un quartier populaire et la cible qu'ils veulent toucher a rendez-vous dans un concert de musique classique mondain. Qu'est-ce qu'il décide de faire pour pouvoir perturber ce concert, parce que l'objectif étant d'alerter, de faire réagir les décideurs qui sont présents dans ce concert? Ils mangent tous, ils sont une dizaine, ils décident de manger des haricots blancs juste avant d'aller dans le concert. Ils ont acheté des places. Concert de paix pendant le concert de musique symphonique qui fait que ça pue, ça fait du bruit aussi, mais surtout ça pue. Du coup, ça perturbe complètement le concert. Ils obtiennent un rendez-vous qui leur permet ensuite d'obtenir satisfaction. Voilà, utilisez vos 5 sens. Avec Alinsky, il y a beaucoup de... Il avait une préposition, une beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour, on va en parler. Alors, la chose importante aussi, et c'était également dans l'intitulé de notre activité d'aujourd'hui, c'est le fait, et ça c'est très 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 important, le fait que votre action doit être non violente. Déjà, nous, à la France Insoumise, on s'inscrit dans de l'action citoyenne, on est des républicains, et la violence est bannie de toutes nos actions. Donc déjà, si vous agissez au nom de la France Insoumise, nous prions d'être non violents. Ensuite, bien sûr, d'un point de vue philosophique, on pourrait en débattre pendant longtemps sur la non-violence et le fait que utiliser la violence, c'est aussi réduire des fois l'efficacité de sa propre action, et que la non-violence est une arme.
Ça a été démontré par, je pense à des grands hommes comme Martin Luther King ou comme Mahatma Gandhi. Enfin, il y a toute la réflexion autour de la non-violence est quelque chose de très riche. Et c'est là c'est plutôt la réflexion d'Alinsky, et c'est aussi celle que je partage. C'est surtout que pour faire de la violence, il faut des armes. Et on n'en a pas. Et en face, ils en ont. Donc, on va éviter de rentrer en guerre. On est toujours dans des idées de rapport de force. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de victoire. Décisif et rapide. La violence, ça engendre forcément des coups des coups de perte qui sont tout simplement inacceptables et on ne va pas rentrer dans un processus de violence parce que c'est aussi coûteux. Tandis qu'avec de la non-violence, vous allez avoir des actions qui, on est toujours dans le respect de l'idée de l'économie de moyens, vous allez avoir des actions qui sont très peu onéreuses en vrai. Ensuite, alors là je vous ai dit que c'était très 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 important, mais là c'est très 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 important. C'est le fait qu'une action doit être drôle. Drôle, l'humour. Je vous ai dit que la non-violence était une arme, mais l'humour en est une autre. Et à mes yeux, elle est souvent encore plus forte. Alors, pourquoi l'humour? Comme on l'a dit tout à l'heure, particulièrement en France, on doit l'avouer, tous les moyens de contestation, de mobilisation tournent autour souvent d'affects un peu tristes, comme disait notre président, les passions tristes françaises, donc on n'est pas content, etc. Et vu que vous voulez créer quand même autour de vous une envie, vous avez envie de donner aux gens que vous organisez l'envie de recommencer, autant que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, pour qu'ils en gardent un bon souvenir. Donc la première cible de l'humour, c'est tout simplement les gens que vous accompagnez. Car avec l'humour, ils vont en garder des bons souvenirs, ils vont en parler en souriant, et c'est pas une lutte dure, de sang et des larmes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quand c'est possible, il faut vraiment faire l'humour pour fédérer sa base. Deuxièmement, l'humour, c'est aussi contre la cible que vous avez désignée. Comme l'a dit Leïla tout à l'heure, l'une des choses qui caractérise notre société contemporaine, c'est le rapport à l'image. Et vous pouvez être sûr que l'institution que vous allez attaquer fait très attention à son image. Et si vous les attaquez sur le pan de l'humour, le traitement, notamment médiatique, qui va être fait, va être beaucoup plus favorable que si vous étiez arrivé avec des têtes d'enterrement en disant on n'est pas content, c'est inacceptable. Si vous le faites avec l'humour, vous allez réussir à créer de la sympathie. Il y a un réveil. Ah, 10 ans, c'est aux vacances. Oui, ça passe. La parole au peuple. Donc l'idée, c'est vraiment très important de faire des actions qui soient drôles. Tout à l'heure, on vous a donné l'exemple du concert de paix de Chicago. Il y en a pas mal d'autres. Je pense alors, plus proche de nous, à Grenoble, vous avez une association qui s'appelle l'Alliance Citoyenne, qui s'est mêlée d'une lutte avec un club de foot, dont le maire de Grenoble avait promis, lorsqu'il serait élu, qu'il allait refaire entièrement le clubhouse, les vestiaires. Et il se trouve qu'il ne l'a pas fait. Une promesse électorale non tenue, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à ce que ça se fasse, le maire dit, vous savez, on n'a pas trop de moyens, finalement ça va peut-être possible, il faut patienter. Ils n'avaient pas envie de patienter. Donc du coup, l'action qu'ils ont montée, c'est tout simplement qu'ils sont allés taper un futsal dans le hall de la mairie de Grenoble. Un futsal, un foot en salle. Ils ont pris un ballon, ils ont joué au foot dans la mairie. Voilà. Donc la tête des agents, avec des mecs débarqués en tenue, ils sont en tenue, maillot, sifflet, des petits ponts, des buts, enfin il y avait tout quoi. Alors, l'action drôle, ça a fait parler et ça, ils ont eu gain de cause. Tout ça pour vous dire, voilà, l'humour sert aussi à sortir toujours dans l'idée du champ de compétences, du champ d'habitude de l'adversaire. L'humour est déstabilisateur. On le sait depuis Molière, on le sait depuis tout le temps, que l'humour est une véritable arme. Donc vraiment, soyez imaginatifs, n'hésitez pas. Et aussi l'humour, bien sûr, vous permet de transgresser la norme. Ça, c'est très important. Ça vous permet de transgresser la norme, mais en étant accepté assez socialement. Il faut bien avouer que si quelqu'un ici se met à péter, ça va
pas trop le faire. Mais là, comme vous êtes dans une démarche d'humour et que vous êtes collectif, ça passe bien. Donc c'est vraiment très important d'utiliser l'humour pour faire passer les actions transgressives. Donc ça, c'est les grandes catégories, on va dire les grandes normes qu'il faut respecter pour avoir une action victorieuse. Après cela, on va tout simplement essayer de vous donner, comment dirais-je, les différentes typologies, si on peut les classer ainsi, d'actions. Et c'est là qui va vous en parler. Oui, juste avant de passer à une partie plus pratique où on va vous proposer pendant un court moment de vous diviser en 4 groupes. On va vous donner donc des débits, c'est quand vous réfléchissez, voilà. Il y a un centre de santé qui ferme dans votre quartier, ou un bureau de poste, ou un ascenseur qui tombe en panne. Il vous faut une idée d'action. Et c'est vrai que bon, il y a des fois quand on a lu Alinsky, ça donne des idées d'action, hein, mais il y a des petits mécanismes, des trucs à avoir en tête qui peuvent vous aider à trouver des choses un peu originales et qui rassemblent les différents critères dont on vient de parler. Alors sachant que souvent vous allez voir, ça peut se superposer. Hein. D'abord, il faut penser l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? L'effet miroir, c'est, on fait subir à l'adversaire ce que nous, on subit au quotidien. L'effet miroir, ça va être, il y a des poubelles qui ne sont pas ramassées depuis 15 jours en bas de l'immeuble, les poubelles, on les amène devant la mairie en leur demandant qu'ils les ramassent. Ça va être quoi comme action? Ça va être comme ce qu'ont mené les copains du 18e, les copains insoumis du 18e, après avoir organisé des locataires qui, en fait, avaient, suite au plan climat, il y avait eu des travaux chez eux, et chez un certain nombre de locataires, ils avaient mis des fenêtres qui étaient plus petites, ils avaient changé les fenêtres étaient plus petites que le trou des fenêtres, ce qui faisait que ça faisait passer l'air, ça augmentait les factures d'énergie, tout ça dans le cadre du plan climat, hein, quand même. Et les gens avaient froid, quoi. Et donc ils ont décidé d'aller avec des couvertures, encore là, donc vous voyez qu'à chaque fois là encore c'est des choses qui sont, on a l'humour, on a un certain nombre de choses, on sort du champ de compétences du champ d'expérience de l'adversaire, enfin ça correspond aux critères dont on a parlé avant. Donc ils ont pris des couvertures, ils sont allés chauffer chez le bailleur, en disant on a froid chez nous, chez vous il fait chaud, on vient se chauffer dans vos bureaux. Tout ça, ça permet qu'à la fin, il y a un article dans la presse, dans le Parisien. C'est là où l'arme du ridicule, parce que l'humour est souvent couplé aussi au ridicule, on ridiculise l'adversaire, parce que l'article il raconte pas juste qu'il y a eu une manifestation de mal logés devant le bailleur, mais que les mal logés ils sont allés se chauffer carrément chez le bailleur, donc ça ridiculise tout de suite. Donc voilà, ça c'est l'effet miroir, on fait subir à l'autre, donc pensez à ça, genre c'est ce que racontait Rani, hein, on n'a plus d'endroit pour jouer au foot, on vient jouer au foot à la mairie. Ensuite, une autre technique donc, pour trouver des idées d'action, ça va être la solution directe. Ce que je vous demande de faire, ma revendication, je l'applique moi-même, vu que vous, en attendant que vous l'appliquiez. Concrètement, ça va être, vous avez vu l'expérience de Marseille il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, l'école insalubre, ils demandaient, les parents d'élèves, depuis des années à ce que ce soit rénové, repeint. La mairie l'a pas fait, les habitants sont organisés, les parents d'élèves se sont organisés et sont allés repeindre eux-mêmes. Toujours avec le discours qu'on n'est pas là pour pallier aux failles des pouvoirs publics, hein, mais bien pour vous demander à vous de le faire. C'est à Saint-Cyr, l'école aussi, une autre ville où des groupes d'action se sont lancés dans l'auto-organisation. Ils demandaient des places de parking, la mairie ne voulait pas installer les places de parking. Ils ont pris un pot de peinture, ils ont eux-mêmes peint à la peinture des places de parking. Alors évidemment, on sait que ça va pas, c'est toujours dans le symbolique en fait. Hein, c'est pas les places de parking vont pas rester. Mais toujours on dit voilà, solution directe, on est dans la démarche de la solution directe. Troisième technique pour trouver une idée d'action, ça va être l'exagération en fait. On en rajoute. Là je vais prendre l'exemple de Caen, les Insoumis de Caen il y a quelques mois. Donc 2 mois, qui avaient plus de chauffage. Le bailleur leur a fourni les chauffages électriques. Mais du coup, ça pareil, ça faisait vachement augmenter les factures d'électricité. Ça faisait péter les plombs souvent. Les chauffages électriques, vous savez, souvent on parle de grippe. Hein.
Et ben ce qu'ils ont fait, donc en disant toujours dans l'exagération, ouais leur chauffage en fait ils nous ont filé des grille-pains, ils nous ont pas filé des chauffages, ils nous ont filé des grille-pains, ils ont débarqué avec des grille-pains chez le bailleur là encore. Et là pareil on a une illustration qui est toujours sympa pour les médias. Alors là on parle plus à l'époque d'Alinsky en fait, quand sachant que voilà c'est pas notre gourou Alinsky, hein, c'est une base et pas à prendre non plus à appliquer tout à la lettre, mais il n'y avait pas la société médiatique qu'on a actuellement. Et nous, c'est vrai que toujours, c'est important quand on veut gagner une bataille. Prends le tout. Quand on veut gagner une bataille politique, il faut gagner la bataille de l'image, et donc ça passe souvent par se mettre la presse dans ce côté. J'ai un journaliste en face de moi, peut-être qui ne me contredira pas, en disant que quand on peut aider le travail du journaliste à avoir des choses à mettre dans son article avec des illustrations sympas, des choses à raconter, des choses vivantes, ça donne plus envie d'écrire un article que quand c'est juste une manif ou une pétition. Il a dit oui. J'ai pas pu le prendre à témoin. Donc exagération, en rajouter en fait. Quatrième et dernière technique pour cogiter sur des idées d'action, ça va être l'embouteillage, l'excès de zèle. L'embouteillage, l'excès de zèle, ça va être par exemple ces militants de l'Alliance citoyenne à Londres qui visaient une banque. Et en fait, dans cette banque, vous aviez la possibilité d'ouvrir des comptes pour un pound, une livre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé une grosse queue pleine de gens qui venaient ouvrir des comptes pour une livre et demander à les refermer immédiatement pour récupérer leur livre qu'ils avaient mis dedans. Du coup, ça a créé un embouteillage devant la banque, ça a complètement paralysé la banque. Il y a cet autre exemple, j'en profiterai là, ça me fait penser à l'action la plus célèbre d'Alinsky. C'est une action qui n'a jamais eu lieu en fait. L'action la plus célèbre d'Alinsky dont on parle, j'adorerais organiser, c'est donc à Chicago. Alinsky organise les habitants vis-à-vis du maire de Chicago. Donc là il se demande, il dit bon, pour toucher le maire de Chicago, il faut siffler son talon d'Achille. Le talon d'Achille du maire de Chicago, c'est quoi? C'est sa plus grande fierté, c'est l'aéroport. Il y a un aéroport à Chicago dont le maire est super fier. Et donc il se dit comment on peut bloquer un aéroport quand même, là c'est sacrément ambitieux. Et bien il regarde combien il y a de toilettes dans l'aéroport et il dit on va bloquer les toilettes de l'aéroport pour paralyser l'aéroport. Pour bloquer les toilettes de l'aéroport, c'est pas du tout violent. Il suffit d'aller à l'intérieur et de s'enfermer à clé. Avec des journaux, ça viendra à l'idée de personne de vous déloger, vous avez bien le droit de passer autant de temps que vous voulez aux toilettes. Hein. Mais imaginez-vous la panique quand vous êtes dans l'avion, que vous dites bon bah tiens j'attendrai qu'on a atterri, là on nous dit d'attacher nos ceintures, on ira faire pipi plus tard, calme-toi mon petit, vous dites ça à votre enfant, t'auras le temps là-bas de faire pipi. Imaginez la panique si toutes les toilettes de l'aéroport étant isolées, sont bloquées. Et en fait cette action n'a même pas été réalisée, qu'elle est arrivée aux oreilles du maire de Chicago, qui du coup a dit oulala, non, c'est bon, on va régler ça à l'amiable, on va s'asseoir autour d'une table et les habitants ont obtenu satisfaction. Par rapport à cette idée d'embouteillage et surtout l'idée que la menace en fait est plus grande que l'action elle-même. C'est assez important. Et il y a plusieurs leviers pour agir sur ça, sur la menace. Et des fois, quand vous n'êtes pas assez nombreux et que vous attaquez à une cible qui est quand même assez solide, vous pouvez utiliser des relais qui, eux, sont plus menaçants. Pour expliciter ma pensée, je vais prendre un exemple. À Montpellier, on s'est battu en fait pour un immeuble qui a été incendié en l'été 2017, et les gens sont revenus vivre dans leur immeuble qui était encore à moitié calciné. Les odeurs, une horreur totale. La chose qui s'est passée, c'est qu'on n'a pas trouvé d'appui chez le maire, forcément, et on n'a pas trouvé d'appui autour de nous, donc on s'est dit, on va menacer le bailleur. Et on a vite vu que le bailleur, il ne broncherait pas, qu'on n'était pas assez nombreux, on n'avait pas trouvé le moyen de le déstabiliser. En fait, on s'est tout simplement appuyé sur des choses existantes. Et la chose existante, c'était tout simplement l'ARS. Donc nous, au lieu d'aller attaquer directement comme cible le responsable, on s'est attaqué à une cible qui avait du pouvoir et qui avait le pouvoir de menacer
le responsable. Donc on est allé saturer, pour le coup, les services de l'ARS, on a débarqué, je ne sais plus combien, en exigeant... L'ARS, excusez-moi, l'Agence régionale de santé, qui est sous tutelle du ministère de la Santé et qui est déléguée dans toutes les régions. Et c'est elle qui est en charge notamment des contrôles d'hygiène et de salubrité. Vous avez l'action communale, qui ne fait jamais rien quand le maire ne vient pas. Donc du coup, vous allez directement au niveau régional. Et ça a permis justement, le simple fait qu'on a réussi à ramener les caméras, qu'on ait réussi à arracher le fait que l'ARS allait contrôler le bâtiment, il s'est plié à l'injonction, il a dit oui, c'était un vendredi, le lundi les travaux commençaient. Alors qu'il a dit oui, on attendait un devis, on l'a eu. Donc voilà. Ce qui est important dans l'idée, c'est que vraiment, vous allez avoir l'embouteillage, c'est une manière d'agir. Et si vous voyez que ça ne marche pas directement chez votre cible prioritaire, il ne faut pas hésiter à taper un peu plus haut, qui permet de faire effet de cascade. Voilà. Un dernier exemple d'action avant qu'on passe justement aux travaux pratiques, c'est les étudiants, des étudiants étrangers à Grenoble qui sont organisés, qu'il y a une colère qui émerge, c'est sur le renouvellement de leur titre de séjour. À chaque fois qu'ils veulent renouveler leur titre de séjour, la préfecture fait du zèle, on leur demande je sais pas combien de papiers qu'on ne leur demandait pas auparavant. Donc là, qu'est-ce qu'ils décident de faire pour alerter l'université et faire pression sur la préfecture? Eux, ce qu'ils demandent, c'est un guichet qui soit dans les universités. Plutôt que d'aller à la préfecture, un guichet dans les universités où ils peuvent renouveler leur titre de séjour sans passer par la préfecture. Ils décident de s'installer devant un espèce de cocktail mondain qui est organisé avec tous les notables, le président de l'université et puis des notables de Grenoble, ça se passe à Grenoble. Ils installent un vrai guichet devant le lieu où a lieu ce cocktail mondain. Ils s'habillent en costard, tout ça. Et ils demandent aux gens qui arrivent, qui se présentent à l'entrée, de montrer leur invitation. En leur disant, vous nous montrez l'invitation papier ou vous nous montrez l'invitation sur votre téléphone. Enfin, vous nous montrez votre invitation en tout cas. Personne arrive, leur montre l'invitation. Et là, les étudiants déguisés en agents d'accueil disent « Ah mais oui, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous montrer une pièce d'identité pour nous confirmer que c'est bien vous ?» Bon, d'accord, voilà ma pièce d'identité, ma carte d'identité. « Ah oui, mais est-ce que vous auriez une deuxième pièce d'identité parce qu'il y a beaucoup de vols en ce moment, donc pour confirmer que c'est vraiment vous, quoi. » J'ai mon permis de conduire si vous voulez. Non mais le permis de conduire c'est pas considéré comme une pièce d'identité monsieur maintenant. Donc il nous faudrait autre chose, un passeport, voilà. Et donc après il les laisse rentrer, hein. Mais ça crée une file d'attente et ça crée du coup un embouteillage et c'est ce qui a permis, parce que généralement ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que il faut pas penser que c'est l'action, c'est au moment de l'action, la plupart du temps c'est pas l'action en elle-même qui va vous permettre d'obtenir victoire. Mais l'action va vous permettre d'obtenir un rendez-vous avec le décideur, et c'est dans ce rendez-vous-là, la plupart du temps, que vous allez obtenir une réponse positive. Et donc là, pour le cas des étudiants étrangers, ça leur a permis d'obtenir un rendez-vous avec la préfecture et puis la direction de l'université. Ils ont obtenu le guichet unique qu'ils demandaient pour le renouvellement de leur titre de séjour. Alors que s'ils s'étaient contentés d'une pétition ou d'une manif, sachant qu'ils n'étaient pas non plus des centaines et des centaines, eh bien on serait peut-être toujours au même point à l'heure qu'il est. Voilà, maintenant donc on va passer aux travaux pratiques. On vous propose de faire là 4 groupes. Vous allez... Oui, peut-être des questions avant, ouais. S'il vous plaît, 10 secondes. Je fais partie de la Confédération paysanne. Et nous, ça fait un moment qu'on a des actions précises, directes à proposer. Ça fait longtemps que... Et le problème, c'est qu'on a trop peu de mains. Étant paysan, vous savez qu'on est très peu nombreux, et à la Confédération paysanne, encore moins. Donc, à partir de 11h, vous avez un stand au 4e Micocoulier, un stand de la Confédération paysanne, où je vais vous proposer une action directe, non violente, mais à l'échelon national. Voilà, donc merci pour votre attention. Alors c'est où? J'ai pas compris. Au 4e Micocoulier, là, vous savez, vous avez la grande avenue de Micocoulier, hein, au 4e venant de l'entrée. Voilà, vous avez le drapeau de la Confédération paysanne. Et à l'intention de nos candidats à la députation, un exemple qui est à méditer quand même. En 1999, notre porte-parole de la Confédération paysanne, José Bové,
a été mis en prison pendant 2 mois, il en est ressorti de député pendant à deux mandats. Donc à méditer, sans pour autant, évidemment, prendre les positions social-démocrates de mauvais. Mais c'est une méthode d'action. Merci. Et il manquait juste les questions. Nous allons songer à aller en prison. Non, mais pas vous, mais nous. Est-ce que la condition sine qua non d'un succès, d'une action telle que vous avez décrit, c'est que la presse se déplace? Est-ce que, ma question serait donc, si on fait tout ce que vous dites et que la presse ne vient pas, bon, c'est un épée dans l'eau, ça ne servir à rien. C'est ma question. Pas forcément en fait. Il faut toujours poser la question comment on va déstabiliser l'adversaire. Et son principal talent d'Achille, souvent ça va être son image. Mais il n'y a pas que ça. Quand on paralyse, par exemple, quand on parlait de l'exemple de la file d'attente dans une banque où les gens venaient mettre une livre et puis après redemander leur livre et ouvrir leur compte, là on n'a pas besoin de la presse pour que ça paralyse en fait le service qui fait qu'en fait les employés de la banque ne peuvent pas faire leur boulot. On stoppe l'activité. Il y a un certain nombre d'exemples comme ça où c'est un peu l'idée de la grève qui paralyse l'activité économique, donc c'est pas forcé d'avoir la presse avec soi, mais c'est vrai que c'est toujours ce qui permet, quand on parle de l'économie de moyens, souvent ça permet d'accélérer les choses, d'avoir un article dans la presse locale qui couvre l'action, mais c'est pas une condition sine qua non. Donc on leur passe un coup de fil avant et on dit voilà, on va faire telle action. Généralement d'expérience, en fait, moi pendant un moment j'organisais avec le collectif Appel la Pioche des pique-niques dans les supermarchés. On invitait les gens à la fin du mois à venir manger gratuitement dans le supermarché pour dénoncer les marges excessives de la grande distribution. Cette action, il n'y aurait pas eu la presse, on aurait fini direct, on nous aurait direct mis en garde à vue. Hein. Moi là pour le coup j'ai été convoquée 3 fois au commissariat. 3 fois les plaintes elles ont été classées sans suite, tout simplement parce que les enseignes, donc c'est Carrefour, Leclerc, Auchan, savaient qu'elles avaient plus à perdre qu'à gagner à un procès. Ça aurait été du civil, on disait aux gens de sortir avec rien du tout, de manger sur place, avec un pique-nique qu'on avait préparé. Et une fois il y a eu un huissier qui a pris, enfin voilà, il y avait 50 €, même pour s'il y a 100 € de bouffe, elles savaient qu'en termes d'image, elles avaient beaucoup plus à perdre, la grande distribution. Et donc là, il n'y aurait pas eu la presse, ça aurait été plus compliqué. Mais pourtant, c'était du vol, vous vous serviez dans les étalages. Alors en fait, on se basait sur un article du Code civil qui disait qu'on avait le droit de goûter les produits de consommation courante avant de les acheter. 87 du Code civil, je crois. Mais même si c'est du bluff, ça, c'est du bluff. C'est du bluff parce qu'en fait, c'est de la dégradation. Quand tu ouvres un paquet de gâteaux, c'est considéré comme de la dégradation. Mais ce qui fait qu'en fait, on s'organisait, où on disait aux gens, voilà, quand on avait le temps, on nettoyait tout, on sortait avec rien sur place, ici, juste une carotte, parce qu'on disait, il nous carotte, on sortait. Voilà, il y a toute une scénographie, on mettait de la musique, l'importance de l'humour, on n'était pas dans les démarches plus... c'est pas pour critiquer, mais c'est différent, les démarches d'autoréduction, où les gens sortent avec leur caddie, où là, on mettait les cornichons Nino Ferrer, vous voyez la chanson, on faisait toujours en sorte qu'il y ait... un truc sympa, des fois on l'a fait dans certaines villes, il y avait même des gens qui faisaient de la musique, donc, et puis ce genre d'action provoquait mais un assentiment général des clients dans le magasin qui venaient, qui témoignent auprès des journalistes en disant ah ben vous avez raison, ouais, il y en a marre là, je peux plus acheter de viande pour mes gosses, ça devient trop cher. Et tout ça, donc oui, pour revenir à votre question de départ sur les journalistes, donc, évidemment il fallait pas que ça sache. Si le magasin avait été au courant, notre action a été foutue. Ah oui. Mais en fait, on n'a jamais eu un seul journaliste qui, et ça on en a fait des dizaines, on n'a jamais eu un seul journaliste, et c'est valable sur d'autres actions, qui a appelé le magasin, tout simplement parce que c'est dans leur intérêt, sinon ils n'ont plus rien à couvrir. D'accord. Ils n'ont plus rien à raconter, si l'action elle est annulée, il s'est déplacé un samedi midi pour rien, et voilà quoi. Et vous avez toujours un tract ou pas? Ouais, un petit tract avec, alors oui, ça je pense qu'il y a d'autres ateliers, notamment dans le parcours Edu Pop, militer son tract, c'est bon, je faisais pas d'atelier sur les tracts. D'accord, mais par contre, avec, par exemple, quand on est synthétique en fait, des tracts synthétiques avec, par exemple là, pour les pique-niques en supermarché, c'était les pâtes ont augmenté de temps, la viande de temps, les marges de Carrefour c'est ça, okay. Voilà. Très rapidement, le tract c'est pas le plus important en fait. Parce que dernière chose, oui, très bonne question d'ailleurs,
parce qu'une bonne action, en fait, à chaque fois, une bonne action, là, quand on va passer à la partie pratique, c'est une action où il n'y a besoin ni de pancarte, ni de tract, qui parle d'elle-même. D'accord. Très rapidement, parce que c'est vrai que les médias, on pourrait faire un atelier entier sur les questions des médias et du rapport à l'action. Très rapidement, une chose, si votre action respecte à peu près ça, vous êtes sûr qu'ils vont se pointer. Les journalistes, ils ont besoin de raconter des histoires, donc si votre histoire est intéressante, ils seront là. Alors nous, de temps en temps, on envoie, quand c'est une action qu'on considère que plutôt, il n'y a pas de lien entre les journalistes locaux et la cible, on envoie des pas d'invitation, des communiqués de presse, cherchez le mot, merci. Et par contre, moi à Montpellier, je sais très bien qu'il y a des journalistes, que ce soit Midi ou certains journalistes, je sais qu'il y a des petites connivences avec, par exemple, la mairie. Donc je sais, avec l'expérience, à qui, enfin pas forcément Midi, il y a d'autres médias aussi locaux, je sais à qui je n'envoie pas des communiqués si je fais une action. Donc ça après c'est au feeling, c'est l'expérience qui va vous permettre. Alors, Juste aussi une chose par rapport au communiqué de presse, si vous en envoyez, là c'est pareil que pour les tracts, hein. Il faut se dire que le journaliste, il en reçoit beaucoup en face, donc attention à l'objet, qu'il faut que ça lui donne envie de l'ouvrir. Alors n'hésitez pas à faire quelque chose vraiment de très, qui est un peu racoleur, hein, même dans l'objet, parce que sinon votre mail il finira à la corbeille et il sera même pas ouvert, quoi. Vous pouvez inscrire le nom de ce philosophe, théoricien là, de Chicago, si on veut faire des recherches sur Internet. je vais l'écrire. Pas les deux. Bonjour. Quelquefois, ça peut être aussi très intéressant au contraire, de faire une très très grande publicité. Je repense par exemple à l'action sur l'IVG, où on faisait des IVG publiques, et là, volontairement, on provoquait la force publique, en fait, et on faisait des IVG publiques par le MLAC, par le GIS, etc. Et là, c'était important parce qu'on allait contre la loi volontairement dans le vide juridique qui était posé par le procès 72 de Bobigny. Et là, c'était important, au contraire, pour provoquer la modification de la loi, d'aller chercher le pouvoir pour faire des actions qui étaient totalement illégales, mais rendues publiques à grande échelle. Voilà. C'est sur le choix de l'objectif petit qui peut être obtenu ou plus grand. Je pense que des pique-niques, si on fait plein de pique-niques sur les marges, peut-être qu'on peut considérer que le débat grande distribution et agriculteurs sur la réduction des marges part un peu de là, bien qu'on n'obtienne pas grand-chose. L'exemple sur le coup, on dénonce, mais on n'obtient pas. Si on prend attaque et les vols de chaises, les réquisitions de chaises, on n'obtient pas que les banques arrêtent dans les paradis fiscaux. Et hier, j'étais aux EHPAD. On dit qu'il faudrait que nationalement on fasse des trucs EHPAD, puisque la ministre ne veut rien donner pour améliorer la situation des EHPAD. Bien sûr qu'on peut imaginer des actions symboliques où on essaye de prendre quelqu'un et de le mettre au fauteuil dans la rue, par exemple. Pourquoi pas? Maintenant, si on dit qu'on veut obtenir l'ouverture de la piscine, cette histoire, on peut l'obtenir vraiment. Obtenir tout d'un coup qu'on augmente de 50% les effectifs d'EHPAD, ce qui est absolument indispensable, rien pour rejoindre les pays d'à côté. Est-ce que notre action... Ce qui est important, pour répondre à votre question, il y a les objectifs de l'action. L'action, elle doit amener à la victoire et changer radicalement la problématique vécue par les gens. Par exemple, l'histoire de la piscine, pour ceux qui n'ont peut-être pas parlé, j'ai vu, à Montpellier, il y avait une piscine qui ferme le mois d'août, dans le seul quartier de Montpellier, qui est le quartier le plus défavorisé. Bon, nous, on a ramené 4 pistolets à eau, une piscine à eau pour faire la guerre, pour faire la libération de la piscine Neptune de Montpellier. Ça a marché et ça a permis aux gens de pouvoir bénéficier de la piscine. Mais l'intérêt de l'action, bien évidemment, c'est d'améliorer leur quotidien, mais aussi de leur prendre. Et le véritable enjeu, c'est de leur faire prendre conscience qu'en se mobilisant, ils peuvent avoir des trucs. C'est ça la finalité. Quand Attaque fait des vols de chaises, je pense pas qu'ils avaient comme objectif de faire piller des banques, mais d'alerter. En fait, c'est votre objectif qui va déterminer votre action et qui va vous permettre. Vous pouvez dénoncer quelque chose de très grand, mais en fait, l'objectif, c'est pas forcément de faire piller
la grande cible qui est inatteignable, mais plutôt mobiliser des gens. Mais là, on n'est pas dans le cadre de l'auto-organisation, on est plutôt dans le cadre du happening. Et le happening, c'est de faire parler de la cause, c'est pas forcément de gagner la bataille. Donc là, c'est deux manières différentes de procéder sur l'action. Mais en fait, non, je vois complètement ce que vous voulez dire. C'est vrai que là, on est sur, quand on disait qu'il faut que la revendication soit gagnable, en fait, que l'action mène à la victoire. C'est vrai que ça marche pour des luttes locales. Après, si on se dit que l'objectif d'une action, par exemple, comme les pique-niques, ça va être une alternative à la diffusion de tracts, ça va être plus sur la question de la sensibilisation, en fait. Et donc, quand on a lancé, on s'est dit que c'était plus efficace plutôt que d'aller distribuer des tracts devant le supermarché en expliquant que Carrefour s'en mettait plein les poches sur des salariés, des producteurs et des consommateurs, mais que par cette action, et ça a été le cas, les gens, il y avait une plus grande prise de conscience. Mais après, c'est vrai que le terme d'happening, moi je suis pas forcément fan parce que on est toujours un peu dans l'illustration en fait, quoi. Ça me fait un peu penser à... Ouais. Et en fait, la question qu'il faut toujours se poser, c'est comment on déstabilise l'adversaire. Est-ce qu'on déstabilise pas l'adversaire ou pas? Et dans le cadre d'un pique-nique en supermarché, certes, on n'a pas obtenu que Carrefour baisse ses marges. Donc on n'a pas été au bout. Ça a bien marché sur la sensibilisation, on a été couvert par toute la presse, radio, tout ça. Donc, et je pense quand même qu'on a déstabilisé Carrefour. Parce que sinon, ce qui fait que nous, on aurait rêvé d'une plainte, en fait. D'une plainte qui aurait permis de faire le procès public de la grande distribution. On a réussi à converger, à faire une action avec... il y avait les salariés de Carrefour qui étaient en grève, 2 heures, ils pouvaient se mettre en grève que 2 heures. Parce que sinon, ils avaient des petits salaires, ils perdaient trop de sous. Et donc eux, ils se mettaient en grève de 11h à 13h. Quand ils reprenaient le boulot, on était de mèche avec eux, et ben nous on faisait le pique-nique. Donc du coup ça faisait une convergence entre salariés et entre clients sur la domination, l'exploitation subie par la grande distribution. J'aurais rêvé, ça s'est jamais fait, qu'on fasse une action de ce type avec en plus les producteurs, les agriculteurs. Là on aurait eu vraiment les trois qui se font exploiter par la grande distribution en convergence. Et là peut-être que c'est ce qui manquait pour faire plier la grande distribution et Carrefour. Mais effectivement, oui, on ne s'est pas allé jusqu'au bout. Je vais prendre une dernière question. Si vous avez, je vais prendre le début. Si vous avez d'autres questions à la fin, on prendra un temps en dehors de. Comment? L'atelier, combien de temps? 20 minutes et l'atelier dure? Non, mais l'atelier pour le. Ah, on va te poser des questions encore? Donc en fait, on va vous poser la question, est-ce que vous préférez qu'on fasse comme on avait prévu, c'est-à-dire qu'on se divise en 4 groupes et puis chacun, en fait l'idée c'est ce qu'on voulait vous proposer, c'est que vous choisissez en fonction des préoccupations et des revendications et de la situation localement chez vous, que vous nous proposiez une idée d'action à partir de tout ce qu'on vient de dire. Ou est-ce que vous préférez sinon qu'on reste en plénière et qu'on continue les questions, les échanges comme ça? Ceux qui veulent la plénière, lèvent la main. Ceux qui veulent quoi? Ceux qui veulent des questions. Et ceux qui veulent faire un atelier? Dictature de la majorité. Qui veut blanc? Dictature de la majorité. Bon, bah dans ce cas-là... On va continuer à prendre les questions. Est-ce que la méthode Agriski a été appliquée au domaine de l'action syndicale? Est-ce que vous avez des exemples concrets où la méthode en fait a été utilisée par des salariés vis-à-vis de leur employeur privé ou des fonctionnaires agents publics vis-à-vis de leur employeur public? Alors justement, cet après-midi, il y a une conférence internationale de l'auto-organisation à 13h30. Et l'idée, c'est, la question qu'on va se poser dans cette conférence, c'est comment l'appui aux dynamiques locales d'auto-organisation et l'accompagnement de ces dynamiques-là, ça sert, et quel lien ça a avant, pendant et après la prise du pouvoir par les urnes. Et il y a notamment une intervenante qui vient d'Italie, Noémie Chiusano, et qui a utilisé le community organizing dans un cadre syndical. Donc qui a mobilisé des salariés en Italie et ça a mené à la victoire. Et en France, sinon, il y a la CNT, une partie de la CNT, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours une tension par rapport aux cultures militantes plus traditionnelles.
Et des fois, il y en a qui ne vont pas comprendre par rapport à la façon classique de faire du syndicalisme. Je sais que là, j'en avais discuté avec Marielle qui a fait ça à la CNT. Elle organisait des femmes de ménage chez Accor, en fait, avec les méthodes d'auto-organisation. Et ce qui choquait dans la direction syndicale, hein, c'est que, en fait, l'auto-organisation est beaucoup basée sur l'empathie, la relation interpersonnelle. On n'est pas dans la logique du militant qui récite et qui recrute froidement, un peu comme des fois on a tendance à le faire quand on récite le programme argumentaire. Là, on est vraiment dans essayer de créer une relation interpersonnelle qui fait qu'on va faire émerger la colère. Et donc ça veut dire aussi aller chez les gens. Et ça a choqué la direction de la CNT quand Marielle allait chez les femmes de ménage elles-mêmes pour les organiser. Et pour le coup, elle a vraiment réussi à mobiliser dans un secteur où c'est difficile. C'est des salariés qui sont peu syndiqués, habituellement. Je voudrais revenir sur les enjeux locaux, le choix des actions par rapport aux enjeux locaux et aux enjeux politiques nationaux. Comment aider les groupes d'action, par exemple, à choisir et distinguer ce qui est local de ce qui est national et donc le lieu. Juste deux exemples. Je me souviens que dans les années 80, la coordination infirmière avait une tente devant le ministère de la Santé et avait des enjeux nationaux. Donc l'endroit qu'elle avait choisi, c'était de se mettre à Paris, à Butte Ségur, devant le ministère. Et la tente, elle est restée des mois et des mois avec des enjeux nationaux. On pourrait croire que c'est Paris, mais l'exemple qu'on a déjà cité du démontage du McDo à Millau n'est pas Paris. Et c'était quand même à l'époque des enjeux même par rapport aux États-Unis, puisque c'était des rétorsions des États-Unis par rapport à la politique agricole. Donc, comment aider les groupes selon les enjeux, selon le niveau, parce qu'il y a la France Insoumise, puis il y a les groupes, à choisir des actions selon que c'est un enjeu de quartier ou un enjeu national? Est-ce qu'on pourrait un peu développer? Alors, par rapport à ça, alors, je me permets de reprendre juste, il n'y a pas la France Insoumise et les groupes d'action. Il y a la France Insoumise. Moi, je ne considère pas que... et ça, c'est important. Ouais, alors, sur les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui caractérise la première chose quand vous montez une action, déjà... Alors, on va différencier les actions d'auto-organisation où vous partez des colères des gens, des revendications des gens, et pas des vôtres. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un quartier, je dis pas « Ouais, salut, nous, la France Insoumise, on pense qu'on doit faire ça, est-ce que vous voulez être avec moi ?» Moi, je viens, je fais « Bonjour, je suis Rani de la France Insoumise, je passe dans le quartier, on m'a dit qu'il y avait 2-3 petits problèmes, c'est quoi qui vous met en colère ?» Et à partir des colères des gens, ça c'était le mot du dire auquel il fallait le mot, à partir des colères des gens, on va essayer de trouver une colère justement qui est fédératrice. Et à partir de là, vous avez le base. Mais vous partez du substrat, le substrat c'est les gens, c'est pas nous. Ensuite, par contre, si c'est une action, vous voulez monter une action, on va dire, avec des militants de la France Insoumise et qui est victorieuse, si c'est un enjeu national ou local, ça c'est vous qui le décidez. Si jamais c'est un enjeu local, vous connaissez que vous êtes originaire d'où? Ah ça, oui, je peux le faire. À Sète, il y a par exemple un problème avec la marina de Sète. Mais ça, c'est les Sétois qui le savent. Bon, les Montpellierans le savent un peu. Mais concrètement, c'est vous qui allez pouvoir avoir l'expertise pour déterminer s'il faut faire une bonne action sur ça ou sur autre chose. Donc à partir de là, vous faites votre action. Si jamais vous avez besoin de conseils, parce que c'est peut-être ça la question, nous, c'est vrai que pour l'auto-organisation, on se déplace, on fait des initiations à l'auto-organisation, on essaie de faire des choses. Mais l'expertise, c'est vous qui l'avez en fait. C'est vous qui l'avez. Nous, on n'aura pas plus de savoir que vous. Et sur les actions nationales, comme on déstabilise au national, il y a eu plusieurs actions de la France Insoumise qui ont été faites. Je pense à la votation sur le nucléaire, je pense aux choses comme ça. Donc il y a des actions qui sont prévues. Donc ça, après, c'est... Une question. Excusez-moi. On ne peut pas vous déstabiliser. Non, vous gardez le pouvoir. Ah oui, on est filmé. Attention, on est filmé. Comment on fait quand on n'a pas de colère? On a essayé là depuis le début, on essaie de faire on cherche, mais ça monte pas. On n'y arrive pas et on n'a aucune colère. Bon, on va tout va bien pour nous. Déjà, on va les déstabiliser, on va bien voir si là-bas la colère est monte. Parce que moi j'ai vu, il faut avoir une colère et pour pouvoir agir, moi j'aimerais bien agir, mais j'ai pas de colère. Et nous de base, là... Vous avez une colère, vous tous?
Oh, tout va bien, vous aussi. Qu'est-ce que vous faites là, alors? Moi, je comprends rien. On ne cherchait personne. Moi j'ai essayé, j'étais là, je faisais monter la colère, je me suis dit, oh il fait un peu chaud, mais non, j'étais pas trop en colère. Alors, quelqu'un qui nous attaque un peu, histoire que ça nous énerve. Il paraît qu'il faut aller voir la cible, alors... Mais non, il fallait pas trop être sur le champ de la cible. On va les déstabiliser. Le monde est stabilisable. Chacun aussi. Allez. Je pense qu'ils étaient les points faibles, ça, mais bon. Alors, oui, c'est ça, on va... Nous, on va suivre la méthode, hein, on va vous... Oui, alors il y a l'effet miroir. Avec 2 R. Bon, avec 2 R. Avec 3 ou 3. Bon, alors comment on fait? Donc, nous, on fait sans la colère, alors. Oui, on fait sans colère. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de revendication, on est là juste... Bon, bah alors, quand est-ce qu'on agit, quoi? Quand même, il faut faire quelque chose, quoi, quand même. Ça va pas, ça va pas. Effet miroir. Ah oui, c'est Comme ça, c'est... Effet miroir. J'adore les effet miroir. Alors, voilà. Effet miroir. Tout le monde. Alors, moi, excusez-moi, alors, voilà. Il y a trop chaud, là. Il y a trop chaud. Non, là. Ça, franchement, là, votre truc, l'effet miroir, là, non. Je suis pas, Ça m'énerve, là. Ah ouais, mais quand on a chaud, on est énervé. Oui, on sent que la colère est en train de monter, là. Il fait trop chaud. Voilà, il fait trop chaud. Alors, c'est quoi notre revendication? Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Non, ça c'est la colère. Non, c'est les manifestations, c'est pas bon. Non. Puis les pétitions, ça va pas du tout non plus. Hein. C'est pas la peine de signer, on a trop chaud. Hein. Ça sert à rien du tout. Hein. Trop chaud, une action, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Et peut-être que pour une déstabilisation, si on sortait tous de la salle. Oh, ouais. Alors, ils sont... Alors, on va réagir ça. Du coup, il fait Et on enlève les chaises, Il fallait enlever les chaises. C'est déjà fait. C'est comment? C'est déjà fait. La nouveauté, ça monte. Ah oui, c'est lui. En plus, il faut que ce soit innovant. Ah bah Oh ouais. là là. J'espère qu'on a été drôle. J'ai pas été déstabilisé. On voulait pas vous déstabiliser, c'est pas le problème. Vous pourriez reprendre ça comme ça, justement. On a un problème très local, tout petit endroit, près de chez nous. Il y a des jeunes d'origine maghrébine qui laissent des scooters éventrés, des bouteilles cassées. Il y a plein de chiens normalement qui se baladent, qui font leur balade, qui se font couper les pattes, les gosses aussi, etc. Et on essaye de leur parler. Bon, le problème, il est plus profond, bien entendu, c'est leur manière de manifester leur malaise, leur révolte contre leurs conditions de vie. C'est un endroit qui est un peu en retrait et qu'ils ont choisi pour se réunir le soir. Donc très tard, on entend des hurlements, on entend des rires, ils boivent beaucoup et ils vendent de la drogue. Qui est responsable de cette situation, finalement? Et qui peut modifier, c'est-à-dire c'est très délicat. On peut s'adresser à la police, bien sûr, et dire voilà, vous faites des réunions plus fréquentes, c'est votre faute si la situation est devenue insupportable. En même temps, la police, elle va faire quoi? Elle va faire quelques rondes et elle va accuser ces jeunes. Et ça, on ne le veut pas du tout. En même temps, ils sont dans une action de malaise et de révolte qui n'est pas non plus acceptable pour les gens qui habitent là. Est-ce qu'on peut leur demander pourquoi ils sont en colère? Éventuellement, on va préciser l'origine et le lieu. Je suis vraiment choquée par vos propos. On va rester sur...
Là, pour le coup, les actions... Alors, quand on essaye de partir... Alors là, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en auto-organisation, il y a deux postures. Il y a l'organisateur et le leader. Nous, l'organisateur, on est censé être externe à la situation. Si jamais vous êtes à l'intérieur de la situation, du coup, vous êtes impacté. Il y a des sujets, et notamment les sujets régaliens, parce que ce que vous me dites, moi, je l'ai déjà entendu milliards de fois. Hein. Il y a plusieurs types de colère. Il y a deux types de colère, la colère horizontale et la colère verticale. La colère horizontale, c'est, bon ben voilà, il y a des jeunes maghrébins, et ils font voilà, le camp de Rome. Voilà. Et la colère verticale, ben, c'est tout simplement, nous, on va essayer de verticaliser. C'est ce que vous avez d'ailleurs proposé. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bon, c'est ces jeunes-là qui font du grabuge et tout, on va essayer de trouver la cible. Et la cible, c'est qui? C'est une cible qui a du pouvoir. Pas quelqu'un de même niveau que nous, quelqu'un qui peut changer les choses. Là, on est sur des actions, notamment régaliennes. Moi, sur ça, je fais très attention. Je vais vous expliquer, dans le quartier où j'interviens, il y a des dealers. Ils prennent les gamins qui vont à l'école, ils mettent la drogue dans le sac et ils font livrer. Et on m'a dit, ouais, faut faire quelque chose. Moi j'ai dit non. Moi, j'interviens pas. Pourquoi? Là, on est dans le régalien. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une milice? On va faire de l'autodéfense? On ne peut pas. Donc, il y a des limites à l'action. C'est triste, c'est malheureux, mais il y a des choses sur quoi... Ça, c'est un avis personnel. Je suis partagé là. Mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Après, c'est une question de cible. Et du coup, quand vous allez verticaliser la cible, vous allez faire le préfet, ça peut être le préfet, parce que là, pour le régalien, c'est plus le préfet que le maire. Le commissaire divisionnaire, à vous de trouver une cible qui est capable de modifier la chose. Oui, complètement. En fait, il y a des fois où on ne peut pas verticaliser la colère, c'est-à-dire faire en sorte que la colère s'adresse à quelqu'un qui a plus de pouvoir, plutôt que quelqu'un qui est au même niveau. Mais il y a souvent des fois où il est possible de verticaliser la colère. Par exemple, souvent quand il y a eu des cas où la colère, ce qui revenait souvent, c'était les jeunes, il y en a marre des jeunes qui squattent en bas de l'immeuble. Si on reste sur une revendication, une colère horizontale, donc c'est la faute des jeunes, c'est les jeunes la cible, quoi. Mais si on verticalise, on peut trouver le moyen d'expliquer que peut-être que s'ils avaient des lieux pour se réunir et pour être ensemble, eh ben, ils ne seraient pas en train de traîner en bas dans le hall d'immeuble. Et donc là, on arrive à une cible où c'est la mairie qui est ciblée, le service jeunesse de la mairie qui installe une salle. C'est pareil sur les dépôts sauvages en fait, quand souvent on va dire il y a le camp de Rome d'à côté là, qui nous fout le bordel, ou ouais, c'est les Africains là, ils sont sales, ils balancent leurs poubelles par la fenêtre. Dans certains quartiers de Paris, c'était ça. Et en fait, avec les habitants qui au départ étaient partis d'une colère horizontale, eh bien on est arrivé à verticaliser en expliquant que c'était un scandale que dans certains quartiers de Paris, le ramassage des ordures soit moins fréquent que dans le 16e arrondissement. Et là, on arrive à une verticalisation des colères. Et après, par la suite, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais à partir du moment où on verticalise les colères et qu'on obtient en plus une victoire après, au moment d'aller voter, on se dirige, des gens qui a priori se seraient dirigés vers ceux qui horizontalisent les colères, c'est-à-dire le Front National, eh bien, ils vont tout de suite avoir plus le réflexe de s'adresser, de mettre le bulletin de vote en faveur de ceux qui ciblent les plus puissants et ceux qui en ont le plus plein les poches, comme les responsables de la situation. Une dernière chose aussi qu'on n'a pas précisée et qui est, encore je vais mettre la mention très importante. Une fois que vous avez réussi à faire votre action, vous avez une petite victoire, et même une petite victoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ascenseur, un petit truc. C'est important de fêter. C'est primordial. Et ça change tout. Parce que, du coup, les gens qui ont été ensemble dans l'action, et qui des fois sont des gens très différents, des gens avec des opinions qui peuvent parfois surprendre. Moi, j'ai déjà organisé des gens, j'ai tapé, le mec il me regarde, il me dit le problème c'est les Arabes. Je l'appelle Rani. À la fin, il était avec nous, et pas de problème, et maintenant on le voit souvent. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça existe. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est le fait d'avoir lutté ensemble, d'avoir été frères d'armes, en quelque sorte, et sœurs d'armes, et réussir
cette action et l'avoir fêtée. Et la fête, c'est le moment de convivialité où on va tous partager l'allégria, la joie. Et c'est très important. Et en fait, comme il nous reste 9 minutes, on va prendre des interventions, questions, enfin remarques d'affilée. Ça fait un moment ici quand même. Hein. Ça fait un moment ici. Merci, je remercie ma voisine sans qui j'aurais jamais eu de temps. Elle fait un bon lobby. Non, mais j'ai juste deux petites questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut réagir face à la critique qui est celle de la récupération? Parce qu'on parle d'action citoyenne, mais nous, on se présente en tant que militants. Et donc, la critique qui nous est adressée, c'est que vous êtes là pour récupérer, pour prêcher votre paroisse, vous êtes des politiciens, vous voulez qu'on vote pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la méthodologie, vous avez parlé d'un apport extérieur, c'est-à-dire un organisateur qui ne vivait pas la problématique. Or, nous, on est quand même des militants locaux, et finalement, on est identifié plus ou moins sur un territoire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'apport extérieur, dans le sens où on a quand même, nous, du mal à se dire qu'on est extérieur. Moi, je n'ai pas envie d'aller militer, par exemple, dans une autre ville, ou de faire une organisation dans une autre ville. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser cet apport extérieur, cette méthode? Merci. Qui d'autre avait levé la main? Là, hop. Allô? Oui. Alors, ça va être vite fait en fait. C'est au sujet de la décision de l'action. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ce sont les organisateurs qui vont la proposer ou est-ce qu'il faut également la faire émerger du groupe qui a posé la revendication? Est-ce que c'est à eux d'imaginer l'action ou est-ce que les organisateurs, on leur propose quelque chose? Oui, juste pour répondre à madame qui parlait, il se trouve que on a vécu la même expérience sur un centre commercial dans la ZAC Aix-en-Provence, où je travaille, et on avait des problèmes de deal derrière, donc c'est un centre commercial avec des cabinets médicaux, pharmacies, etc. Appel a été fait à la mairie, qui a fait passer bien entendu la police, puisqu'il y a les règles de protection des professionnels notamment, donc ça déplace le problème. Le problème est revenu, là je vous parle de quelque chose qui remonte à il y a 3-4 ans. Deuxième chose, on a bien sûr mobilisé, donc on avait le numéro de la BAC, etc. Face à ces échecs, les propriétaires et les gens travaillant localement se sont dit on va faire quelque chose. Il se trouve que nous connaissions nombre des jeunes qui étaient derrière, qui étaient dans le deal. Madame a raison, je suis désolé. C'était une population essentiellement issue d'immigration, mais ce sont tous des Français, quoi qu'il en soit. Et on est allé les voir, et comme c'était l'été, on leur a proposé d'organiser l'arrière, de temps en temps, un barbecue, avec de la musique. C'est pas moi qui ai participé directement parce que le rap j'y connais rien du tout, mais on a participé au barbecue, ça est devenu un peu un lieu festif. Ça fait maintenant depuis 1 an et demi qu'il n'y a plus de dégradation des locaux, il y a des lieux, il n'y a plus de bruit, ça ne va peut-être pas durer dans le temps, mais au moins, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, quand vous disiez je n'interviens pas sur le problème régalien, ça paraît une évidence. Le problème régalien, malheureusement, on le sait tous, je crois, ne fait que déplacer le problème, c'est-à-dire que nous, on n'a plus été embêtés pendant 6 mois, par exemple, et puis c'était, 500 mètres plus loin, d'autres qui étaient embêtés, et puis ils se sont redéplacés parce qu'il faut de la tranquillité pour faire du deal, et puis on a affaire aussi à de la vraie délinquance avec des gens qui utilisent ces jeunes. Mais le fait d'avoir été les voir directement, écoutez, depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est plus paisible. Est-ce que ça fait longtemps? Je ne sais pas, mais ça a été l'occasion de proposer à ce groupe de jeunes de façon paisible, et seuls je n'étais pas au courant de la méthode Alinsky à l'époque, mais seuls les gens du lieu sont intervenus pour essayer de soulager. Voilà, c'était pour peut-être vous apporter une petite solution temporaire au moins, parce que c'est vrai que c'est très désagréable. Hein. Ça, c'est la vie de tous les jours, et c'est ce qui pourrit la vie et qui fait le lit du Front National aussi. Hein, on le sait tous. Alors, une dernière intervention.
Je voulais faire écho à ce qui a été dit sur les EHPAD et le combat des hôpitaux en général contre l'Agence régionale de santé, qui pour le coup n'est pas à nos côtés dans le combat, mais plutôt contre nous. Hein, je suis désolée. Donc nous, en tant qu'hospitaliers, agents hospitaliers, médecins, infirmiers, on a fait des actions, effectivement pas forcément, comme vous l'avez dit, faire signer des pétitions, c'est pas original, mais on l'a fait. On a mené, nous, sur Chalon-sur-Saône, un combat d'1 an pour obtenir un service d'urgence cardiologique équipé de façon moderne. Et donc toutes ces actions ont été menées avec les médecins qui ne sont pas des militants. Donc c'est compliqué. Bon, on a fait les communiqués de presse, on a été couverts par France 3 Bourgogne, il n'y a pas de souci, les journalistes nous ont couverts au niveau de toutes nos actions. La région a voté à l'unanimité contre le plan régional de santé, donc c'est la Bourgogne-Franche-Comté en l'occurrence. Et malgré tout, malgré toutes nos actions, on a fait des conférences pour expliquer le problème de la cardiologie aux habitants. Donc on a inclus les habitants dans l'information. Et malgré toutes ces actions, c'est vrai que l'Agence régionale de santé, comme vous le dites, est la tutelle du ministère. Et ça fait un peu comme une dictature, un potentat. Et je pense que dans la France entière, on subit les fermetures de services, malgré les manifs, malgré la vague du 26 mai, tout ce qu'on peut faire, voilà, ou même les choses drôles. On a un super clip, la Coro à Chalon, et on chante. Il y a le chef de service qui fait le... Enfin, c'est un truc drôle, mais ça n'a pas débloqué la situation, parce que pour moi, on vit comme dans une dictature, où effectivement, comme disait Madame pour les EHPAD, la ministre commande directement, le gouvernement pose une chape. Et même Patrick Pelou à Paris pour la PHP n'arrive pas à débugger le problème. Donc c'est là où peut-être la question carrément de la prise du pouvoir par un autre gouvernement se pose, parce que les actions ont leurs limites. Comme vous dites, nos actions, là on n'y arrive plus. Hein. L'Agence régionale de santé, quelle que soit la région, elle nous... Voilà. Merci. C'est comme une dictature. Donc du coup, je suis désolée, en fait, on est limité par le temps, du coup on doit arrêter là les interventions. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors, on n'a pas vocation à remplacer les autres formes d'action. Et ce qu'on fait, ce qu'on vous raconte, et ce qu'on mène avec le pôle auto-organisation, ça ne s'oppose pas aux autres façons de militer. Et on n'a pas la prétention de dire que ça doit remplacer le boulot qui est fait par nos parlementaires, ce boulot d'opposition, le fait de se présenter à des élections quand il y en a. C'est juste que c'est autre chose, c'est complémentaire et ça permet d'ajouter une corde à notre arc. Et peut-être le lien qu'on peut faire par contre, que ça peut faire pour des questions qui sont des questions nationales et des enjeux politiques nationaux, c'est qu'on a vu dans les derniers mouvements sociaux, on n'est pas assez nombreux. Il y a tout un tas de gens qui peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en grève, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'il y a un sentiment de résignation dans la tête des gens. Ils se sont dit, bon, il y en a certains qui avaient espéré qu'avec Macron ça changerait. Ben non, en fait c'est la même chose. Ils se disent, ouais, mais la France insoumise, à quoi bon? Ça change. C'est pire. Mais pardon. Et qu'avant, ils avaient voté Hollande en disant ça va changer de Sarkozy. Puis voilà, c'était pour le coup la même chose. Enfin, voire pire, enfin pour certains et pour certains. Mais donc en fait, parce qu'il y a ce sentiment de résignation dans l'assiette des gens qui fait qu'à la France insoumise, on n'a pas encore rassemblé autant de personnes qu'on peut potentiellement rassembler. Et nous, ce qu'on propose, là où on peut être utile, là où on peut amener nos billes dans cette histoire-là, c'est que on propose une porte d'entrée vers la politique, vers l'engagement, qui vis-à-vis de personnes qui ne vont pas venir spontanément dans nos réunions militantes et dans les manifs. On se dit que quand on part en partant de leur colère individuelle, de revendications, d'intérêts personnels, de choses très concrètes pour le coup, qui vont être des choses de la vie quotidienne, des problèmes de la vie quotidienne, et en organisant des actions et en obtenant des victoires, mais des petites victoires, du coup on n'est pas sur les enjeux dont vous parliez, mais on fournit une porte d'entrée vers l'engagement. Ces gens-là, une fois qu'ils auront fait ça, on a tous vu, réfléchissez-vous là, quand vous êtes engagé dans le militantisme, c'est souvent parce que on s'est engagé dans une lutte, on a gagné, on a eu le sentiment que collectivement on pouvait faire des choses, en fait, et que ça ne servait pas à rien, et que c'était utile de s'engager, de militer. Et là, on propose avec le parcours, l'appui aux dynamiques d'auto-organisation,
cette porte d'entrée-là qui fait que plus tard, ce sera des gens soit qui voteront, alors qu'ils avaient prévu de ne pas voter, et donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'ils votent plutôt pour ceux qui portent un programme dans leur intérêt, dans le sens de leur intérêt, soit qu'on retrouvera aussi dans des mobilisations, alors que si on n'avait pas passé cette étape-là, ben, il ne serait pas venu. Question qu'il a posée là-bas. Oui, je comptais lui répondre. Juste pour ajouter quelque chose et insister sur ce que vient de dire Léla, effectivement, l'auto-organisation, ça reste quand même, à mes yeux, je trouve la porte d'entrée la plus efficiente pour tous les gens qui sont vraiment désabusés de la politique. Là, je suis devant vous sur une estrade en train de parler à la France Insoumise. Il y a 1 an et demi, je ne votais pas. Oh! Et jamais j'aurais cru être là. Vraiment, j'avais une détestation de ce qu'est la politique. Donc, c'est par l'action et par la lutte que je me suis construit et structuré. Non, je te reprends. C'est le quart d'heure de guerre. Et alors, sur la récupération, en fait, il y a la réponse sur l'extériorité. Donc, pour ce qui est de la récupération, alors, si jamais tu parlais de la si tu parlais de la récupération quand tu tapes aux portes et les gens qui les disent ouais mais vous êtes des politiciens, ok. Donc quand tu fais ça, tu tapes à la porte, tu dis voilà moi je passe pour les colères, tatata. Les gens, à partir du moment où tu es dans une position d'écoute, on est là pour, on n'est pas là comme en période électorale en disant oui voilà ça c'est notre porte-à-porte, c'est notre programme, la personne est en train de faire ses pattes, vas-y casse-toi. C'est pas ça. Là tu viens, voilà moi je viens savoir c'est quoi vos colères. Et la colère est un affect très mobilisateur. Et les gens, vous allez plus avoir tendance à des gens qui vont déballer, plus que des gens qui vont dire non, non, vous êtes de la France Insoumise. Le France Insoumise, tu vas le dire, voilà, moi je suis arrivé de la France Insoumise, et ça va pas disparaître, ils le savent, mais ça passe au second plan. Parce que tu viens sur une problématique qui les touche personnellement. Du coup, ils disent, ah bah, le mec il est de la France Insoumise, il aurait pu être d'En Marche ou de n'importe quel mouvement. Si le problème est prégnant, il acceptera du moins la proposition d'aide. Si on prend ça comme proposition d'aide. Donc moi... Et s'ils sont allégés en groupe sur cette aide, alors on a l'air de récupérer. Non, moi personnellement, je n'ai jamais, en tapant aux portes, des gens qui m'ont dit « Ah ouais, non, vous les récupérez », ça m'est jamais arrivé. Et j'ai des portes, j'en ai fait pas mal. Après, nos adversaires politiques, oui, eux, ils le font. « Ouais, vous êtes sur la misère, nanana. » C'est pas grave, ils ont perdu déjà. Puisque vous avez fait votre action, vous les avez déstabilisés, comme on dit chez moi, vous les avez mis à la bande. Et à partir de là, vous avez gagné. Donc, c'est gonflé quand même de dire on récupère parce qu'on n'a pas de l'aide. C'est quand même gonflé parce qu'on ne les engage pas d'apporter d'aide. Ce sont des adversaires. Ils utilisent les armes qui sont à leur disposition. Ouais, les habitants. Les habitants, en tout cas, moi, ça arrive vraiment. Et ensuite, pour la légitimité, ouais. Juste une fois que vous aurez obtenu la première victoire, justement, là, le lien de confiance sera complètement rétabli. Et l'action, alors on la propose ou on attend que... Ouais, ça va, je finis sur la question, monsieur. Pour la légitimité, moi j'avais dit que l'organisateur doit avoir une posture effectivement externe à la problématique. Pourquoi ? Moi, à titre personnel, j'ai du mal à intervenir dans mon quartier, là où j'ai grandi. Je connais tout le monde, et du coup j'ai des petits biais, moi il y a des choses qui m'impactent personnellement, donc je vais orienter. Tandis que quand je vais dans le quartier d'à côté, où que je connais pas grand monde, j'ai moins l'envie d'imposer mes choix ou mes problématiques. C'est pour ça que je pense que c'est pas moi qui le pense, c'est même Alice qui disait que c'était plus intéressant que quelqu'un vienne d'un autre quartier. Il disait, moi je suis un petit juif, parce qu'il était juif américain, et qui va dans les quartiers où il n'y a que des blacks ou des slaves, et justement le fait que je sois pas, parce que là-bas ça marche en communauté, le fait que je ne fasse pas partie de la communauté, et j'ai un point de vue qui est externe et qui est plus entendu. Pour ce qui est, alors, tu veux peut-être répondre sur la question de impulser l'action? En fait, quand on se situe dans le cadre de l'auto-organisation, des démarches d'auto-organisation, on est là pour accompagner. Donc d'abord le choix, ce qu'on propose en fait généralement, c'est donc il y a toute une première séquence où vous allez taper aux portes pour, on va dire, collecter, aller chercher un maximum de colère. Après il y a un moment donné où quand il y a un nombre suffisant de contacts que vous avez collectés, il y a le point d'après, c'est une réunion, généralement d'abord une petite réunion d'appartement. Si vous avez constaté qu'il y a une colère qui revient souvent, là comme on vous parlait des fenêtres trop petites et par rapport aux trous, là il y a eu une réunion d'appartement assez rapidement. S'il y a pas mal de colères assez différentes, ça peut être une assemblée d'habitants, plus largement. Et là, alors généralement, le rôle de l'organisateur,
c'est d'accompagner, de fournir par exemple des méthodes. Par exemple, là, si on est sur une fois qu'on a choisi la revendication, eh bien, on va orienter pour aider les gens à retrouver une action avec les choses qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, en expliquant comment on peut faire quelque chose de déstabilisateur, l'effet miroir. On est là pour voilà, accompagner. Par contre, encore une fois, cet atelier, il doit aussi vous servir quand vous êtes en dehors du cadre d'auto-organisation, et là, pour le coup, vous avez en tête déjà, on n'est pas dans l'auto-organisation, c'est pas nous qui choisissons, mais il y a une lutte locale, il y a un enjeu local, et vous avez envie, en tant que militant insoumis et que groupe d'action insoumis, de vous mobiliser là-dessus. Et là, pour le coup, c'est à vous, avec les insoumis, et avec tout ce qu'on a dit, libre à vous de proposer une action, quoi. Voilà, ça dépend dans quel contexte les choses sont mises en œuvre. Alice a indiqué également qu'il fallait vraiment s'appuyer sur les personnes référentes dans les quartiers. Oui, les ne leaders. pas arriver comme Zorro, mais dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent sur le logement et s'appuyer sur ces gens-là. C'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit voilà, de détecter les leaders, vous allez taper aux portes, il y a des gens. C'est quoi un leader? Je l'avais expliqué hier à l'autre module. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de fédérer d'autres personnes avec lui. C'est ça un vrai leader. C'est pas forcément celui qui parle le mieux, celui qui parle le plus fort, le plus charismatique, c'est celui qui est capable de fédérer. Moi je prends souvent l'exemple d'une femme qui parle à peine français et qui a réussi à me ramener tous les gens de la tour à la réunion en un coup, alors que moi ça faisait 3 semaines que je tapais aux portes et que je prenais des gars. Donc voilà, ça c'est un vrai leader. On va conclure. Je voulais vous remercier de votre présence et de votre attention. Si jamais vous voulez rester en contact avec les actions du pôle auto-organisation, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre, qui est auto-organisation. Vous cherchez. Il y a nos différents comptes Twitter, à Leïla, à moi, les filles, voilà, pas très originaux. Et voilà, donc également, il y a le mail, vous pouvez nous envoyer un mail si jamais, avec vos groupes d'appui, vous voulez vous initier un peu plus profondément dans l'auto-organisation. On cherche des gens motivés, donc n'hésitez pas. Et voilà, et merci encore. Voilà, ah oui. Alors cet après-midi, 13h30, conférence internationale sur l'auto-organisation avec un partenaire d'invités stars venu de toute l'Europe, n'hésitez pas à venir. Et demain, suite des modules, j'ai plus l'heure et la date, parce que c'est pas demain. Ah c'est bon. Ah ouais, je sais plus. Non mais je sais plus. Ouais, mais en fait, c'était lui, demain, c'est pas bon. Demain, c'est